Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse des articles que vous avez préférés dans le magazine Air et Cosmos, l'hebdomadaire de référence pour toutes les questions aéronautiques, avec le top des articles que vous avez préférés sur le site web et que vous avez le plus lu. Et en particulier, on commence avec des questions militaires, avec le chef d'état-major de l'armée de terre qui décide qu'il faut se préparer pour des combats de plus haute intensité, avec des entraînements qui sont donc plus durs et plus réalistes, et notamment la logistique de déploiement des moyens aériens et notamment des hélicoptères. Donc l'objectif de l'exercice Monfred, c'était de pouvoir déployer très rapidement 3 hélicoptères, un Tigre, un Cougar et une Gazelle entre Pau et Abidjan en utilisant un Antonov 124 et pouvoir les rendre disponibles en 24 heures après le remontage sur place, donc très rapidement, et ensuite pouvoir les utiliser. Ils ont pu ensuite faire des passes de tir sur le champ de tir de l'Homme au nord, avec évidemment le Tigre avec son canon de 30 mm, la Gazelle avec la Gatling M134D, donc la Gatling c'est une mitrailleuse rotative, et donc le Cougar avec son MAG 58, c'était des unités qui appartiennent aux forces spéciales de l'armée de terre, le 4e RHFS de Pau. Deuxième news que vous avez adoré sur l'A330 MRTT, vous savez, ce gros avion ravitailleur multimission qui a été proposé par Airbus et qui est objectivement un gros succès maintenant à l'exportation, puisqu'il a été déjà exporté dans plus de 14 pays. L'A330 MRTT, il est capable de faire des missions très variées, par exemple les missions d'Evasan, vous l'avez vu en action avec le coronavirus, dans lequel on a pu transporter des patients malades d'une région à l'autre, du transport stratégique, parce qu'il y a de la place à l'intérieur, on est capable de faire des projections à longue distance, et là aujourd'hui, bonne nouvelle, Airbus a encore réussi à gagner un contrat à l'export au Canada, dans lequel on va certainement avoir 6 avions qui vont être commandés pour un montant de 6 milliards de dollars canadiens, qui comprend évidemment le MCO, la formation, les pièces de rechange, donc on est sur un contrat de long terme, en remplacement des vieux A310 qui sont utilisés aujourd'hui, mais donc on est quand même sur une montée en compétences. Évidemment, c'est un grand succès une nouvelle fois pour l'Airbus A300 MRTT face au KC-46 qui est proposé par Boeing, qui est en fait une version militarisée du Boeing 767 qui a remporté le contrat notamment aux États-Unis, mais le contrat qui dure, qui a des surcoûts, qui a des retards, et donc c'est également pour ça qu'Airbus aujourd'hui est bien positionné, puisque systématiquement ils arrivent à gagner, puisque l'appareil est déjà opérationnel avec des bons résultats. C'était quelque chose qui était relativement simple à mettre en œuvre pour Airbus, puisque la 330 et la 340, c'est des avions qui sont relativement similaires. La 340, vous savez qu'il a 4 moteurs, donc ça permettait d'avoir des pêches de ravitaillement. On utilisait les sorties d'essence qui étaient utilisées pour les moteurs, et donc ça a été un développement qui était relativement simple. C'est vraiment un appareil qui a une très très grosse capacité. On retourne dans le civil, mais on reste sur la 330, sur lequel on a encore une bonne nouvelle, c'est les exportations de la version fret. Plus précisément de l'A330 P2F, c'est-à-dire Passenger to Freighter. C'est la transformation des vieux A330 de transport de passagers vers une version cargo. Évidemment, ça nécessite de gros investissements, de grosses transformations par l'appareil. On va modifier le plancher, on va modifier la structure. Il faut creuser un trou pour faire passer des cargaisons qui sont beaucoup plus grosses que celles qu'on fait rentrer par les portes normales pour des passagers. Donc on est obligé de creuser des montants, de solidifier, de renforcer les murs, de renforcer le plancher, d'ajouter des roulettes. Donc on a vraiment une transformation qui est lourde, qui est réalisée par un partenaire d'Airbus qui s'appelle ST Engineering. L'appareil a quand même une capacité de 64 tonnes sur plus de 7400 km. Il avait déjà été acheté par DHL, par Turkmenistan Airlines, et là on a la compagnie MNG, qui est une société qui fait du fret aérien en Turquie, qui vient de commander encore cet appareil. Ça nous mène à 38 ventes pour cet A330 P2F, évidemment qui est en concurrence avec le 777 aussi, P2F, où on aurait jusqu'à 800 appareils qui pourraient être transformés. Boeing a une grosse ambition là-dedans, puisque le Boeing 777 porte 100 tonnes, donc on est sur un avion qui est quand même d'une plus grosse taille, avec une ambition qui est très importante, puisqu'il y a des besoins dans ce domaine-là, et qu'aujourd'hui Boeing est très très dominant sur toutes les questions de fret, donc peut-être un début de compétition également qui se renforce pour Boeing sur ces questions. On retourne sur le militaire avec un enjeu ultra stratégique qui est tout ce qui est autour des missiles hypersoniques. D'après les stratèges, c'est vraiment une question qui est ultra sensible, puisqu'on serait sur un basculement stratégique aussi important que l'apparition des premiers avions furtifs. Pourquoi est-ce que c'est stratégique? C'est évidemment qu'on est sur des systèmes qui vont très très rapidement. Vous savez que les missiles stratégiques qu'on avait jusqu'à maintenant, pour bombarder avec les missiles nucléaires, sont en gros en cloche. C'est-à-dire que c'est une trajectoire qui est balistique, qui est prévisible et qui est plus ou moins interceptable. Là, on est sur des systèmes qui vont également à Mach 20, Mach 25, donc des vitesses qui sont incroyables, mais qui ont une vélocité importante, mais qui peuvent garder une manœuvrabilité sur la fin. C'est absolument fondamental pour un pays, d'un point de vue stratégique, d'être capable de maîtriser cette technologie, simplement pour avoir un équilibre des forces et pour éviter de pouvoir se faire attaquer sans être capable de répondre, puisqu'à Mach 25, évidemment, en quelques dizaines de minutes, votre territoire est touché où que vous soyez sur Terre.
Donc, le problème pour les Américains, c'est que les Chinois ont déjà déployé le DF-17, qui est un appareil qui est en face de Taïwan, qui fait du sol-sol, que les Russes ont également le Avangard, plus le Kinjal en air-sol, plus le Tsirkon en aval, alors qu'en face, évidemment, on n'a pas de système antimissile ABM compétent face à des missiles de telle génération. Dans le fonctionnement, c'est simple, on a un premier booster, une sorte de première fusée, qui lâche une sorte de petite de planeur, et donc un planeur supersonique avec sa simple vitesse, il va continuer à avancer, il va aller très très vite, il reste manœuvrant, et on n'a même pas besoin de l'armer, d'ailleurs c'est tellement rapide, Mach 25, que simplement l'impact cinétique à l'impact, on est capable de détruire des choses très très importantes, simplement par le poids et la vitesse cinétique qu'on avait acquis par ce planeur supersonique. Donc les Américains cherchent à développer un système équivalent, évidemment c'est des travaux qui datent depuis très longtemps, qui sont en train d'aboutir, et en particulier avec un missile qui s'appelle le AGM-183A, qu'on appelle le Arrow. Le 5 avril dernier, il devait y avoir un test qui devait être réalisé aux États-Unis sur un B-52H, le Strato Fortress. Il y a déjà eu plusieurs tests par le passé qui ont été des succès, donc, mais pas des tirs réels. Et là, l'objectif, c'était d'aller au bout de la séquence de lancement. Malheureusement, ça a été un échec. Et évidemment, c'est compliqué puisqu'on est un petit peu pressé. On n'a pas de système de défense contre ces systèmes-là. On n'a pas aujourd'hui de système équivalent à ce que proposent les Russes et les Chinois. Et donc les Américains sont en retard dans cette course à l'armement. Il faut simplement avoir un équilibre des forces. Et malheureusement pour les Américains, ils prennent encore un petit peu plus de retard. Ce premier missile, normalement, quand il sera abouti, il pourra être tiré par le B-1B lanceur, ce bombardier stratégique, et par le F-15EX, qui est la dernière version du F-15. À l'étranger, il n'y a en gros que l'Inde qui s'intéresse, et également la France, qui est juste derrière dans cette compétition au développement, qui reste dans la course avec un missile qui s'appelle la SN4G, qui peut aller à Mach 8, et le planeur VMAX, qui doit réaliser son premier vol expérimental cette année en 2021. Mais évidemment, l'arme hypersonique, c'est quand même quelque chose, tout le monde va l'avoir et tout le monde va le vouloir à partir du moment où ça commence à être largement disponible. Il n'y a pas aujourd'hui de capacité de se protéger contre ces missiles-là, donc il faut absolument le posséder pour éviter de se faire attaquer en premier. La dernière news concerne l'A321 XLR. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un appareil qui va révolutionner le ciel, puisqu'on est capable de faire des vols longue distance pour des appareils monocouloirs, c'est-à-dire jusqu'à 250 sièges. C'est l'appareil de la sortie de crise, puisqu'on va forcément beaucoup mieux remplir des avions de petite taille que des gros avions. Or, il faut avoir un remplissage de 80% pour être rentable. Et donc c'est le premier appareil qui va être capable d'offrir des vols directs depuis des aéroports secondaires, des aéroports régionaux. C'est un appareil stratégique, vous renverrez vers une vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Là, on est vraiment sur la logistique de la production. Avec plusieurs étapes, je trouve ça assez passionnant. Vous avez toute la question de la simulation anticipée, savoir comment est-ce qu'on allait le construire, comment est-ce qu'on allait placer les différents outils, comment est-ce qu'on allait le monter, c'est vraiment un mécano géant. Et aujourd'hui, pour s'entraîner, d'abord on utilise des maquettes en bois. À Hambourg, ils ont fait une maquette géante sur laquelle ils peuvent vérifier notamment la zone dans laquelle se trouve le nouveau réservoir de 12 000 litres qui est dans la soute, qui est avec un accès qui était un petit peu compliqué, on ne savait pas exactement comment on allait pouvoir le faire. Donc là, ça peut être s'entraîner et de valider aussi l'emplacement des outils pour travailler pour les différents compagnons. Le but, c'est de vérifier l'accessibilité des différents systèmes électriques et mécaniques, avec les tuyaux, avec la climatisation, avec la tuyauterie hydraulique, avec les conduites de carburant. On est sur quelque chose qui avance très très bien de ce côté-là. La troisième étape, ce sera de développer tout ce qui est matériel de maintenance, de soutien, la documentation technique pour les personnes qui vont devoir exploiter cet avion derrière, et donc on va utiliser également ces appareils-là. Et enfin, en troisième, on utilise la réalité virtuelle et l'Operability Virtual Reality Room, qui se trouve à Toulouse, dans lequel j'utilise des masques de réalité virtuelle pour que les compagnons puissent commencer à s'entraîner, voir comment ça fonctionne. Et là, vous aviez également un partenariat qui avait été annoncé entre Microsoft et Airbus, qui avait été annoncé au dernier Salon du Bourget en 2019, donc on voit évidemment que ça avance bien de ce côté-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu, c'est super complet, il y a beaucoup de sujets, j'ai toujours du mal à faire une sélection. On parlera d'espace, on parlera de militaire, on parlera de civil la prochaine fois. Si un de ces sujets vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le dire, on essaiera de faire un sujet spécifique un petit peu plus long. J'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences, et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle revue de presse. Ciao.